Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. Je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension à mon projet qui en fait était beaucoup plus grande que ce que je m'imaginais. Au début, je me suis dit je vais faire un petit site, ça va vivoter tout seul, puis je me reprendrai un job en Suisse. Enfin non, je rêvais complet, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et en fait très vite, j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin qui était important et que finalement avec ma solution j'allais y répondre. Et le projet Coworkies du coup a pris une ampleur que j'imaginais pas du tout au début. Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des podcasts Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Huguet, la fondatrice et présidente de la société Coworkies. Gérald, à toi la parole. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, tu passes ton enfance dans la splendide région d'Albertville. Splendide, je sais pas. C'est un postulat. C'est très sarcastique. Non. Moi, j'aime beaucoup Albertville. Comment ça se passe et quel type de petite fille, de jeune fille tu es ? C'est vrai que c'est une chance de grandir à Albertville. Alors à première vue, on pourrait pas forcément y penser. La ville, c'est petite, un peu coincée entre les montagnes, mais c'est une ville qui est hyper sympa, dans laquelle j'ai adoré grandir, à taille humaine et dans laquelle on a la chance de pouvoir faire du ski, du surf, puisqu'il y a toutes les plus belles stations autour. Qui j'étais, je pense une petite fille assez tranquille et qui aimait bien justement profiter du sport en plein air, qui est mon petit réseau d'amis d'enfance que j'ai toujours d'ailleurs. Assez simple, fille unique. Tu as une scolarité, on va dire, qui se passe bien, classique. Moi, j'ai déjà une anecdote. Ah bon ? Alors, je vais vite, mais finalement, on est en seconde. Ouais. Vous êtes deux à faire une présentation devant le reste de la classe. Vous devez choisir un sujet. Alors, tu te rappelles peut-être pas, mais... C'est pire. Je vois très bien de quoi tu parles. Non, vas-y. Donc, la présentation, vous choisissez un thème. Ouais. Et le thème, c'est... La jet set. Exactement. Je trouve ça incroyable. Alors, donc, c'est pire. C'est pour le bac. C'était une épreuve du bac. C'était en terminale. Alors, oulala. Alors, il faut que je discute avec mon complice. Oui. C'était un TPE pour le bac, c'était des options supplémentaires. Qui devaient donner des points. Des points en plus, bien exactement. Et avec ma meilleure amie, on a un côté un petit peu, stressé paillettes. Et on a décidé de faire un exposé sur la jet set, où vit la jet set, ce qu'elle fait, comment elle vit, qui sont les membres de la jet set, d'après Gala, Voici, etc. Donc on y allait avec beaucoup d'aplomb. On s'est bien marré. Moi, ce que j'ai compris, c'est que finalement, il n'y a pas de hasard. Cette présentation, c'était un petit peu le résumé de ce que tu étais en train de grandir comme jeune fille, parce qu'on me dit que dans tes rêves, tu as toujours eu ça. C'était de bouger, d'aller voir la capitale, de rencontrer du monde. Et finalement, cette présentation à la Jet Set, alors, vous avez dit un truc incroyable ce jour-là, parce que vous avez dû être challengé et compagnie, mais vous étiez convaincu de votre raisonnement et vous dites non, mais nous, il n'y a pas d'histoire. On va être riche et en plus, vous allez voir, on va y arriver. Ça rentre dans le Jacadi. Je trouve que c'est un des meilleurs Jacadi qu'on ait eu. L'annoncer comme ça, tu vois, le poser jeune. Ouais, Julie, c'est des super souvenirs. Ouais, c'est clair. Non, mais et puis en plus, c'est vraiment drôle, d'autant qu'avec ma meilleure amie, on a très bien réussi toutes les deux. Et qu'il y a plein de profs, je me rappelle, qui lui disaient, elle galérait grave en maths à l'époque, et qui lui disaient, vous allez jamais y arriver, vous ferez rien de votre vie. Et nous, on était là, non, bien sûr qu'on va y arriver, t'inquiète pas. Malheureusement, c'est souvent un fil rouge, l'éducation nationale qui comprend pas trop cette dynamique-là. C'est ça. T'as des passions, t'as des références, t'as des gens qui t'inspirent. Alors, à cet âge-là, à peu près, un peu avant le bac, tu
tu es attiré par certaines fonctions, certains jobs, certaines... Non, j'avais toujours eu en tête, je pense même très jeune, que je voulais un jour devenir entrepreneur. J'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Ah, d'accord. Y compris des femmes d'ailleurs. Très bien. Ouais, à des époques où ça se faisait pas du tout. J'ai mon arrière-grand-mère, pour la petite anecdote, qui avait créé une agence matrimoniale à Paris pendant la guerre. Incroyable. Incroyable, ouais. Et finalement, je fais de la mise en relation aujourd'hui, donc je suis restée un petit peu sur le sujet du sur matching. la lignée, dans le matching. J'avais dans ma famille, j'ai beaucoup d'entrepreneurs. Ils ont eu des entreprises d'importation de parquet. À un moment donné, ils importaient les grues en France. J'ai eu un arrière-grand-père qui avait la compagnie de bateaux, qui était armateur, donc l'ancêtre de la SNCM, qui fait les traversées Marseille-Corse. Pour la Corse, ouais. Ouais. Donc, en fait, je pense que j'ai été inspirée en voyant mes grands-parents bosser, et je me suis toujours dit que quelque part, je serais entrepreneur à un moment donné, mais je me suis jamais mis la pression, me demander pourquoi ni quand. Et j'ai suivi un peu plutôt mon instinct, en fait. Le fil rouge de ma vie, c'est que j'ai toujours été là où j'avais, au moment où j'avais envie d'y aller, sans faire des plans à très long terme. C'est très intéressant parce que cette inspiration, elle est en interne, c'est ce que tu dis, elle est au quotidien finalement. Tu parles de grands-parents, d'oncles et de tantes. Enfin, donc en fait, tu grandis dans un environnement d'entrepreneur. Oui. Et tu fais l'éponge, j'imagine à ce moment-là, tu prends, même sans t'en rendre compte, certains codes, certaines pratiques, et à un moment... Et je pense que j'avais que les bons côtés parce que mes parents, eux, ne sont pas entrepreneurs. Donc, je voyais ça au niveau de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et du coup, je voyais le côté qui fait rêver. Bien sûr. Le côté où on est indépendant, on fait ce qu'on veut, on peut atteindre ses ambitions, on peut faire n'importe quoi, en fait. Mais tu voyais pas toutes les heures de boulot qu'il y a derrière. Je voyais pas le côté, puisque ma mère s'occupait très bien de moi, H24, me faisait, j'allais même pas à la cantine le midi, elle me faisait des bons petits plats, donc... Bon, depuis, tu connais la réalité du métier d'entrepreneur et d'entrepreneuse. C'est ça, mais je suis bosseuse, donc j'aime bien. On parlait de Paris, et c'est quelque chose qui est important pour toi. Alors, ce que je comprends, c'est que ça te permettait d'y aller régulièrement, toujours avec ton ami d'enfance. et c'était ton papa qui habitait là-bas ? Ouais, il habitait dans le 3e pendant un moment quand j'étais ado, notamment. Quand j'étais petite, il était dans le sud et après dans le 3e. Et ma meilleure amie avait son oncle et sa tante qui habitaient à Paris, en région parisienne. Donc en fait, on bossait comme des malades les week-ends, on allait faire les ménages en station, on se levait à 5h du mat, on faisait un job ingrat pour récolter un peu d'argent et après on claquait tout en vacances à Paris, en vivant la grande vie parisienne. Ouais, c'est vraiment des bons souvenirs. On va la nommer, on parle de Marjorie. Mm-hmm. Et Marjorie se rappelle d'une séquence en particulier, c'est un concert au bain-douche de David et Cathy Guetta, c'est ça ? Le site était particulier à l'époque, c'était vraiment le branchouille parisien par excellence. Guetta, j'imagine que ça allait bien avec votre exposé quelques mois auparavant ou je ne sais quoi sur la Jet Set. C'était presque une consécration d'y être à ce concert, c'est ça ? T'avais atteint un objectif ? Non, mais on s'était retrouvés là-bas par hasard. En fait, on avait vu des flyers dans un magasin comme quoi il y avait une soirée, mais c'était pas du tout indiqué qu'il y avait une soirée privée. En fait, ou alors j'inverse peut-être les soirées, mais en tout cas, une des soirées au bain-douche dont je me rappelle bien, c'est qu'on arrive devant les bains-douches, un monde pas possible qui faisait la queue. Et déjà, t'as l'impression d'être un dinosaure quand tu parles des bains-douches quand même. Mais c'est pas grave. C'est pas faux. Et donc, on arrive devant la boîte et le physio marche comme ça le long de la rue et repère un pote à nous qui était très beau, qui était avec nous ce soir-là, et il dit « Toi, allez, vous venez ». Et il nous fait rentrer, en fait, en VIP dans la boîte. On n'avait pas, on devait avoir 16-17 ans. Et on se retrouve, c'était la soirée privée de Gillo et Puff Daddy qui étaient ensemble et qui lançaient genre leur marque de mode ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Et effectivement, il y avait que des people dans la boîte. Il y avait Spielberg. Enfin, c'était complètement délirant. Et oui, voilà, on devait attirer ce genre de choses à tellement le visionner, en faire des exposés. Vous avez rappelé vos profs depuis pour leur dire que ça s'était passé ? On les a complètement oubliés. Et tu sais quelle note vous aviez eu d'ailleurs à cette... Je me rappelle plus, mais je crois qu'on n'avait pas une note extraordinaire, on avait quand même eu un 16 ou un truc comme ça. Ah, ça a quand même atteint son objectif, qui était de ramener des points pour le bac, on est d'accord ? Exactement. Julie, le bac se passe bien ? Alors, le bac se passe super bien, je l'obtiens avec mention. Du coup, suite à ça, alors moi j'avais toujours rêvé de faire HEC, mais j'avais pas tellement de budget à l'époque. C'est moi qui me finançais mes études, mon logement, etc. Donc j'ai préféré finalement partir en Dog Éco-Gestion à Annecy.
Et donc j'ai fait 2 ans super intéressants au niveau du contenu. J'ai beaucoup appris à l'époque, notamment à développer mon esprit de synthèse qui me sert quand même beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Mais il y avait un discours qui me dérangeait à l'époque de certains professeurs qui nous survendaient le fait que les entreprises nous attendent finalement en fin de cursus. Et moi, j'avais toujours bossé à côté. Je bossais à côté de mon DUG pour me financer mes études et je savais très bien que c'était pas la réalité des choses, que dans une entreprise, il fallait faire sa place, que ça prenait du temps, que les entreprises nous attendaient absolument pas et que c'était à nous de nous créer les opportunités. Et me retrouvant pas là-dedans, j'ai décidé de partir plutôt sur une formation en alternance à l'IPAC. Donc là, j'ai fait 3 ans d'alternance à l'IPAC. Où je faisais mon alternance dans une banque. Donc j'ai fait 2 ans à la Société Générale et 1 année à la Banque Les Derniers au Centre d'affaires entreprises. Et alors tu t'expliques quelque chose, c'est que il y avait pas la passerelle qu'il y a eu quelques temps plus tard. Tous les 3 ans on change. Ouais. Et donc toi, il a fallu que tu repiques quelque part, que tu repartes en C'est ça. première année de BTS. Exactement. Parce que tu ne pouvais pas faire valider ton DUG, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Du coup, bah voilà, tu l'as dit, je pouvais pas repartir. Il y avait pas d'équivalent. D'ailleurs, c'était la dernière année du DUG. Il y avait pas d'équivalent licence en alternance dans la banque. Ils l'ont ouvert d'ailleurs après, mais 2-3 ans après. Donc j'ai repris un BTS et j'ai finalement fait la licence ensuite, donc les 3 années à l'IPAC. Aujourd'hui, on a remarqué que l'alternance devient un format de plus en plus prisé. T'as une opinion, puisqu'en fait tu l'as vécu, et t'en penses quoi? Le recul, ça demande pas mal d'organisation, ça demande de l'effort, un bon choix du partenaire aussi professionnel pour que ça reste cadré. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix du partenaire professionnel, que c'est comme dans la vraie vie professionnelle. En fait, chaque expérience devient une vraie expérience pour la suite et on a des leçons à en tirer. Rien n'est jamais tout rose en entreprise, mais ce qu'on apprend par contre est vraiment concret. C'est la vraie vie, c'est les vrais besoins des entreprises, donc c'est pour moi indispensable. Le format de l'alternance, c'est le meilleur format d'études, je trouve. D'ailleurs, les écoles, c'est vrai, ils viennent de toutes et c'est un choix qui devient un choix privilégié des étudiants. Moi-même, depuis que j'ai mon entreprise, je prends toujours des alternants. Et j'en garde vraiment un très bon souvenir. J'ai appris le métier, j'ai bien plus appris dans l'entreprise que la partie formation école qui reste quand même malgré tout théorique, malgré tous les efforts faits par les écoles qui sont avec des super intervenants. On apprend vraiment sur le terrain. Qu'est-ce qui te reste de ce... Donc toi, tu fais une alternance dans un milieu bancaire. Outre effectivement se confronter à l'entreprise, on parle d'organisation, tu le disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te reste de cette période-là? C'était quoi l'amour du chiffre, l'analyse, aller dans ce genre de direction qui va te servir après plus tard? Clairement, l'expérience en banque, elle va me servir toute ma vie, je pense, de comprendre comment ça marche, comment se structure une banque, que ce soit, en plus j'ai fait les deux côtés, j'ai fait la banque privée et la banque professionnelle, les services entreprises. Donc de savoir comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on gère des prêts immobiliers, comment est-ce qu'on gère des placements, comment la banque se rémunère là-dessus. Vraiment, oui, ça m'a aidé pour la suite. J'en garde un super souvenir en plus parce que j'ai toujours eu la chance de tomber avec des directeurs et des agences et des collègues formidables où on se marrait, mais j'ai gardé des amis, j'ai gardé des contacts avec mes anciens collègues, on prend des nouvelles, je suis ravie de les voir évoluer, etc. C'est un très très bon souvenir. Une petite question, est-ce que dans ce contexte-là, tu suivais des projets d'entreprise, de gens qui venaient pitcher pour leur projet, pour leur création de société? Est-ce que tu étais de ce côté-là, c'est-à-dire tu analysais les dossiers avec tes équipes, et est-ce que ça t'a aidé après à voir différemment ton projet à toi? Alors, dans la partie études, non, je le faisais pas à cette époque. J'arrivais... alors, j'ai fait 2 ans sur la partie vraiment client privé, donc particulier. Donc là, c'était plus du prêt immobilier, du placement, ce genre de choses. Après, j'ai fait 1 année dans un centre d'affaires entreprise, donc à la Banque Les Derniers. Mais là, c'était les dossiers d'entreprises déjà existantes et implantées. Donc, il n'y avait pas ce jeu de pitch de la nouvelle boîte qu'on va financer. Par contre, après ces années d'études, j'ai été embauchée par la Société Générale et j'ai travaillé 1 an et demi chez eux dans une agence où là, du coup, j'ai fait un peu de privé, un peu de pro. Donc là, oui, je voyais des personnes qui venaient lancer des projets. Alors, c'était des projets de restaurants, des choses comme ça. J'étais basée à Chamonix. Ça m'a pas forcément aidé à structurer mon pitch aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que quand j'y repense, ils s'y prenaient souvent assez mal pour pitcher leur projet. Mais par contre, ça m'a au moins aidé à comprendre effectivement comment est-ce qu'on finance un projet, à quel point c'est important d'avoir une bonne relation avec son conseiller, sa banque, c'est un vrai partenaire sur le long terme. Donc
Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la Société Générale qui m'a suivi sur le projet de Coworkies. Donc, c'est chez eux que j'ai travaillé le plus longtemps et qui a su m'accompagner du début à maintenant, quoi. C'est intéressant parce que cette période de Société Générale, ton titre, c'est Account Manager. Oui, c'était responsable de clients. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Risk Analysis, tu fais du PNL, du Profit and Loss Analysis. Ouais. On y est là. Regarde, ça y est, on commence. Oui, tu commences à toucher de très près. C'est un peu la question de Cyril. Là, tu côtoies ces gens-là, en fait. Alors, je côtoie ces gens-là, effectivement. À l'époque, je me dis pas du tout que j'ai envie d'en faire partie. Je vois plus le côté vente, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien se dire, malgré tout, c'est que la banque, c'est un business et que les conseillers que vous avez, ça reste des vendeurs. On était très challengés sur les chiffres. C'est quelque chose qui plaît pas forcément aux banques quand on en parle, mais c'est la réalité, comme tout business. Et c'est le côté qui m'a formée, d'ailleurs. Ça m'a vraiment formée à la vente, aux outils, aux challenges, etc. Par contre, c'est aussi le côté qui m'a déplu et qui a fait que je suis sortie de la banque à cette époque-là. Parce que pour moi, très idéaliste, surtout à cet âge-là où j'avais 23-24 ans, la banque devait être complètement neutre, apporter du conseil, etc. et me faire challenger pour qu'on me pousse à vendre certains services ou produits me plaisait pas du tout. Et puis je me voyais pas finalement rester dans ce domaine où j'avais l'impression que même si après on va s'occuper de comptes plus importants, d'entreprises plus grosses, etc. Où il y a un côté très intéressant qui peut être très intéressant, moi j'avais plutôt envie d'être dans du concret et moins dans de l'accompagnement de projet, de passer sur un autre sujet. Tu vas bouger. Et là, tu rentres chez Franck Muller. Là, tu passes de Chamonix, puisque moi, je viens du sud-ouest, donc on prononce toutes les lettres, bien évidemment, comme Astérix. Ouais. Arrête de me provoquer. Et là, tu vas sur Genève. Ouais. Tu nous parles de cette période, c'est un choix, c'est une rencontre, c'est un jacadi. Qu'est-ce qui fait que... C'est énorme, je pense que ça va te plaire, le comment j'ai atterri dans l'horlogerie. Alors, j'écoute. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Je pense que tu vas bien rigoler. C'est un pur hasard. Non. En fait, je me retrouve dans une soirée d'anniversaire d'une amie. Un de ses anciens collègues venait de démarrer chez Franck Muller. Et je savais pas du tout ce que c'était. J'y connaissais absolument rien en horlogerie. C'était pas une soirée jet set, d'accord? Non, c'était pas jet set. Et en fait, à l'époque, j'avais un petit copain qui bossait dans un magasin d'horlogerie. Donc, j'entendais parler un peu d'horlogerie, mais alors, j'y connaissais absolument rien, ni aux marques, ni aux produits, etc. Et par hasard, je rencontre donc cette personne qui était amie avec mon ami et qui me dit, bah tiens, je travaille chez Franck Muller. Et là, en fait, on recrute pour Montblanc. Et puis moi, Montblanc, je pense la marque Montblanc, quoi. Donc je lui dis, ah ouais, pour Montblanc, ah sympa, je peux postuler. Il me dit, ouais, donne-moi ton CV. Je me renseigne pas, je capte rien. Enfin bon, bref, je lui envoie le CV. Il me dit, t'as un entretien. Et donc je me retrouve dans un entretien donc pour Franck Muller, quai du Mont Blanc, rien à voir avec rien à voir avec les stylos. Mont Blanc, mais moi très J'avais préparé quand même un peu mon coup évidemment. J'avais demandé du coup à mon petit copain de l'époque de me briefer sur l'horlogerie, c'est quoi les complications, comment ça marche. Mais bon, j'étais vraiment novice. Et je me retrouve à un entretien très très sérieux avec donc le directeur sales monde de Franck Muller, la directrice du nouveau magasin qui allait dépendre du coup directement du siège vu que le siège était à Genève aussi. Et c'était donc pour l'ouverture d'un nouveau magasin qui allait faire 200-250 mètres carrés pour faire aussi des événements, enfin voilà plein de choses. C'était vraiment le flagship de la boîte. Et il me tend sa montre qui était une montre hyper compliquée. Il me dit en anglais vas-y vends-moi cette montre. Et là je lui raconte tout ce que je sais sur l'horlogerie sans savoir si c'était en lien avec la montre. Bon, t'es pas loin la montre, l'horlogerie, mais en fait tu vends pas le produit, c'est ça? Et là visiblement tu t'es pas entraîné sur une Swatch, c'était le plus important. Fantastique. Et là visiblement je n'ai pas dit de bêtises par je ne sais pas quel miracle. Il y a pas de miracle. Il y a pas de miracle. C'est pas possible, Fallait que j'atterrisse là-dedans. Et donc il décide de me sélectionner, moi qui avais aucune expérience en horlogerie, parce que bon apparemment je leur avais fait bon effet et j'avais bien vendu cette montre. Deuxièmement parce qu'en fait je venais du milieu bancaire et c'est là où les Suisses sont très ouverts par rapport aux Français et que ça leur plaisait parce qu'ils se disaient tiens on va pouvoir faire des partenariats avec les banques de la place de Genève, etc. Et donc j'atterris chez Franck Muller comme ça. Et le titre, c'était du marketing, du project management, c'était quoi? Non, j'étais adjointe de la boutique. D'accord, très bien. J'étais sur un entretien pour être vendeuse, je finis adjointe du magasin. D'accord.
Et on lance ce magasin, donc il y avait encore quelques travaux, il n'était pas complètement fini. On travaille sur le marketing, l'événementiel, le lancement, les partenariats, tout ça faisait partie du job. On s'éclate beaucoup. Ma boss à l'époque me forme vraiment sur l'horlogerie et là je découvre, c'est vraiment un monde incroyable. Incroyable. Enfin, je suis devenue très vite passionnée et picousée d'horlogerie. Je suis d'ailleurs restée 7 ans chez Franck Muller. Exactement, oui. Sauf que quand je suis rentrée chez Franck Muller, c'était en 2008. 2008, ça vous parle? Oui. La crise. Malheureusement, oui. Et double enjeu pour Franck Muller, ils ont failli perdre un gros distributeur et l'Asie est un des plus gros marchés dans l'horlogerie. Et le distributeur qu'ils avaient se fait racheter et la personne qui rachète plante complètement le réseau de distribution, fait n'importe quoi et arrête de commander quoi. Et donc gros problème pour la marque qui se retrouve à licencier la moitié de ses effectifs. Ça faisait quelques mois que j'étais là. Sur toute la Suisse. Donc, passer de 2000 en gros à 1000 collaborateurs, ça fait tout un drame, c'est assez compliqué. Et donc à ce moment-là, je suis convoquée au siège. Je rencontre, donc je connaissais le directeur de l'époque, mais je ne connaissais pas le président, honneur et fondateur de la boîte, qui est Vartan Sirmakes, un Arménien très talentueux, et qui me fait un entretien, mais sans que je sache que c'était un entretien, qui me parle de projet, qui m'interroge sur plein de trucs. Et puis quelques jours après, il me propose un job au siège. Et donc en fait, du magasin, je suis passée au siège et j'ai bossé directement pour lui pendant 6 ans, organisation de salons à l'international, gérer des distributeurs là où il y en avait, enfin des magasins dans les pays où il n'y avait pas de distributeurs, donc les pays plus complexes comme l'Inde, la Russie. C'était ta première expérience à l'international du coup. Ouais, alors première pour tout, première dans l'horlogerie, première à l'international, première pour un CEO, première réellement dans le market et la com, première dans le luxe, première de tout. Julie, tu vas passer cette année chez Franck Muller avec la progression dont on a parlé, du shop à l'équipe centrale et avec des responsabilités à l'international. Ça se passe bien, mais à un moment, t'as envie de bouger, t'as d'autres projets. Oui, c'est ça. En fait, comme souvent, le déclic, ça a été la naissance de mon fils, où du coup, en Suisse, on a quand même pas mal de congés maternité. Donc, je me suis retrouvée 6 mois à la maison avec mon fils. Et quand j'ai dû retourner au boulot, je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'avais déjà fait le tour, mais que pris par un nouveau projet, et puis le côté un petit peu, on va pas se mentir, prison dorée, on est hyper bien payé, les projets sont quand même hyper intéressants. J'avais du mal à franchir le cap, mais pour autant, je savais que, intellectuellement parlant, j'avais fait le tour et que j'avais besoin à nouveau d'apprendre d'autres choses. Et du coup, le jour de mon anniversaire, j'ai posé ma démission sans rien, sans filet. Ça se passe bien. Et écoute, j'ai aucun regret aujourd'hui. Tu vas te lancer pour te nourrir, j'imagine, tu viens d'en parler, dans certaines formations pour aller acquérir des compétences, aller découvrir des choses que tu voulais comme bagage pour plus tard. Tu étais presque en train de faire tes courses pour la suite finalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher un autre emploi et puis je me rendais compte qu'il fallait que je me mette dans une case et que finalement, pendant ces 7 années chez Franck Muller, j'avais jamais été vraiment dans une case. J'avais bossé pour le CEO sur des tonnes de projets et je m'étais pas spécialisée dans un domaine en particulier et je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais bien. Et quand je devais répondre à des offres d'emploi, je prenais plus de plaisir à faire un joli CV qu'à réellement postuler pour le job. Et c'est là où je me suis dit, tiens, en fait, en ce moment, t'as plutôt envie de faire une formation en graphisme que de vouloir trouver un boulot. Et donc, je me suis inscrite sur pas mal de formations sur la suite Adobe, par exemple, InDesign, Illustrator, faire un peu de WordPress, des formations un peu sur le digital pour me remettre un peu à la page et puis pour apprendre à manier un peu ces outils. Et ça a été formateur de 2 manières. La première, d'abord parce que je suis montée en compétence sur ces sujets, évidemment, mais la deuxième parce que j'ai pu rencontrer pas mal de freelance à l'époque, des personnes avec qui finalement je travaillais quand j'étais dans l'horlogerie et que je connaissais finalement mal et que j'ai appris à connaître pendant ces formations. Et est-ce que ça serait pas le point de départ finalement vers ton projet d'entrepreneur qui finalement est né dans ta tête à ce moment-là? Eh ben exactement, ça a été Coworkies. Tout à fait, c'était un point de départ. Je l'ai fait un peu en 2 temps. En fait, quand je travaillais dans l'horlogerie, je travaillais avec pas mal de freelance. On faisait beaucoup de management transversal puisqu'on gérait pas mal de projets, donc pour intégrer les compétences qui nous manquaient. Et j'avais déjà à l'époque trouvé ça super intéressant et enrichissant parce qu'un freelance va apporter des nouveaux outils, des nouvelles méthodologies de travail, des idées qu'on n'a pas. Ça donne de l'air frais finalement à son équipe, parce que parfois on tourne en rond. Mais par contre, c'était très complexe. Je perdais du temps à les identifier, je les trouvais pas. Il y avait des plateformes, mais bon, moi je suis pas DRH, donc regarder des CV en ligne, ça m'aidait pas.
Nos services achats nous mettaient un peu des bâtons dans les roues pour référencer les indeps. Et puis quand j'ai repris ces formations, j'ai rencontré les indépendants qui, eux, en fait, avaient fait un vrai choix de quitter le monde de l'entreprise qui représentait un peu un carcan pour eux à l'époque, en se disant je vais pouvoir exercer mon métier à ma manière et je vais pouvoir trouver des clients et des missions qui m'intéressent. Sauf qu'en basculant du côté indépendant, aussi qualifié qu'il soit, bien souvent, ils perdaient un peu le crédit confiance des entreprises et n'arrivaient plus à accéder à des projets d'équipe ou des projets à forte valeur ajoutée. Donc, c'est un peu le reproche qu'ils me faisaient. C'est un peu l'angoisse qu'ils avaient quand on partageait ensemble. Et l'autre point, c'était qu'il fallait qu'ils se transforment en vendeurs et se vendent soi-même. C'est pas toujours évident. Et quand j'ai vu ça, je me suis vraiment intéressée au sujet, commencé à faire des benchmarks. J'ai d'abord lancé une association qui s'appelle Creative Mornings, qui est une association mondiale, en fait, qui existe, mais dont j'ai lancé l'antenne annécienne. C'était un test, un POC, en fait, concrètement. Ouais, sans me dire que j'allais en faire un business, mais parce que je le faisais vraiment par plaisir, en me disant, tiens, j'ai envie de faire ça, il y a un besoin, je vais faire rencontrer tous ces gens, etc. Autour de thématiques intéressantes, on va monter en compétences tous ensemble. Et mon copain à l'époque me disait tu vas voir ça va devenir ton boulot Creative Mornings, et je lui disais mais non mais c'est une association. Il me dit tu vas voir ça va devenir ton boulot, et pas loin effectivement petit à petit j'en ai créé Coworkies. On a tendance à penser, et en ce moment c'est un petit peu la mode, qu'une entreprise doit soit apporter une solution, soit résoudre un problème. C'est ce qu'on pense aujourd'hui. En tout cas, on te fait comprendre que si c'est le cas, il y a peut-être plus de pérennité finalement. C'est ce que tu viens d'expliquer, puisque en fait, tu t'es aperçu de chaque côté de la barrière, côté entreprise et côté indépendant, qu'il y avait un lien. Il manquait quelque chose entre les deux, et c'est là où en fait tu t'es engouffré en disant ça y est, c'est ma valeur ajoutée, c'est ça ma mission. C'est comme ça que c'est parti. C'est ça. J'ai fait pas mal d'entretiens, quali, quanti. J'ai appelé des DRH, des responsables achats, des directions métiers. Beaucoup de freelance, j'ai échangé sur leurs vrais besoins, sur les solutions existantes, j'ai fait des benchmarks et je me suis dit en fait il y a vraiment quelque chose à faire. Et j'ai focusé effectivement sur un secteur en particulier qui est le secteur du marketing et de la com, puisque c'est celui que je connais bien et pour lequel j'avais moi-même des propres besoins dans l'entreprise. Donc en créant Coworkies, j'ai un peu répondu d'abord à mon propre besoin, mais en m'assurant évidemment que j'étais pas la seule à avoir ce besoin-là. Et c'est comme ça que c'est né. Et effectivement, très vite, je me suis challengée à différents réseaux, le réseau Initiative dont on fait partie et dont on est lauréat, mais pas que. J'ai fait des hackathons, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension à mon projet qui en fait était beaucoup plus grande que ce que je m'imaginais. Au début, je me suis dit je vais faire un petit site, ça va vivoter tout seul, puis je me reprendrai un job en Suisse. Enfin non, je rêvais complet, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et en fait très vite, j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin qui était important, et que finalement avec ma solution j'allais y répondre. Et le projet Coworkies du coup a pris une ampleur que j'imaginais pas du tout au début. Nous sommes en fin 2016, début 2017, et effectivement j'ai l'impression qu'assez rapidement il y a un vent porteur. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Julie, c'est-à-dire que oui, tu as répondu, ou tu as en tout cas apporté une solution à un besoin qui est évident, que toi tu as su voir, et surtout que tu as su concrétiser. Ça bouge assez rapidement finalement, Coworkies. Alors tu disais, et j'aime beaucoup, tu dis plus vite que j'avais prévu, mais tu t'y es mis très vite, et c'est toi après qui a drivé tout ça. Ouais. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que les éléments aient été réunis pour que ça fonctionne aussi. C'est un vrai time to market par rapport à d'autres qui ont démarré avant, qui vivotent ou qui ont peut-être arrêté ou qui ont changé, ou qui ont essayé de pivoter, mais trop tôt ou trop tard. Là, t'es vraiment sur un time to market qui colle. Je pense alors il y avait effectivement le time to market qui était très bon. Les gens étaient prêts à travailler avec des indépendants. Alors le Covid a en plus accéléré, c'est depuis 1 an, mais c'était déjà le cas au début du lancement de la plateforme. Et certainement aussi le fait qu'on était spécialisé sur un secteur et qu'en fait on a créé une communauté sur un secteur d'activité au lieu d'être très généraliste. Julie, l'année 2017, il n'y a pas de doute à avoir, elle est quand même assez particulière. Il y a beaucoup de chantiers, pour moi c'est énorme, et tu vas nous en parler. Il y a bien évidemment cette première recherche de fonds, mais toi, c'est qu'à le dire, tu as un travail de fond aussi, toi. Il y a toutes les fondations, il y a tout ton projet, la maturité, il y a la recherche et des associés, et puis il y a surtout la création de ta communauté qui va être qui est ton moteur en fait. Tu nous parles de cette année, très chargée cette année. C'est ça. En fait, en décembre 2016, je crée la société Coworkies. J'avais le nom, la société créée, mais il y avait tout à faire derrière. La première étape, c'était de trouver des fonds. Et moi-même, j'ai investi pas mal d'argent dans la boîte pour pouvoir avoir un capital suffisant pour démarrer et se laisser le temps, surtout, de faire nos preuves. Cette année 2017, donc ça a été aussi l'année où il a fallu créer une double communauté, entreprise et freelance.
et travailler un produit, une plateforme digitale innovante qui permette de faire matcher les deux en ligne. Donc une année vraiment importante pour la suite, parce qu'une année c'est très court et il y avait à la fois un gros projet digital, un gros projet de recherche de fonds. Et bien sûr, j'étais toute seule au démarrage. Et c'est du coup aussi pour ça que 2017 a été une année vraiment incroyable, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer mes associés. Donc la première, Mélissa, qui m'a accompagnée vraiment du tout début de l'aventure jusqu'à aujourd'hui où elle a le rôle de DG dans la société. Et Mathieu, donc qui est notre lead développeur, qui a pu nous aider sur la partie plateforme. Et Stéphanie, qui est en charge de la communauté freelance. Alors, comme tu sais qu'on a dit qu'il n'y avait pas de hasard, tu les rencontres dans quel contexte? C'est vraiment du recrutement et tu vas chercher les gens, ou il y a encore cette histoire incroyable de moments improbables où tu fais des rencontres pas prévues? Comment ça se passe un petit peu? Ouais, comme d'hab, hein, c'est incroyable, mais il n'y a pas de hasard. Vas-y, dis-nous. Mélissa, je l'ai rencontrée dans une des formations que j'ai fait juste avant. Et on avait une personne en commun, on savait pas du tout. Et en fait, au tout début de l'aventure, j'essaie de faire parler de Coworkies dans cette idée de créer des communautés avant de lancer le produit. Et je m'inscris à un concours qui est le concours 10 000 startups pour changer le monde, de la tribune, le concours jeune entrepreneur. Et je me retrouve en finale de ce concours, donc je fais le buzz sur les réseaux, j'invite à voter, il fallait faire des likes, etc. Et Mélissa, en fait, on avait une personne en commun dans notre réseau, le voit sur Facebook, et à ce moment-là, elle s'était retrouvée au chômage, et elle se dit, mais tiens, ce projet me parle, et elle me contacte, et elle me dit, écoute, est-ce que tu veux pas que je t'aide? Je fais rien en ce moment, je peux t'aider. Et moi, je me dis à l'époque, non, c'est pas possible, je peux pas la payer, je peux pas lui demander ça. Donc elle vient 1 ou 2 fois avec moi, puis après je lui dis non, écoute Mélissa, je suis désolée, je suis même pas sûre qu'un jour ce projet prendra suffisamment vie et que je puisse t'embaucher, donc je peux pas te faire de fausses promesses, quoi. Et elle s'accroche, c'est qu'elle s'accroche. Sacrée donc Mélissa. Elle revient quand même, Mélissa. Elle avait détecté quelque chose. Ouais, Mélissa, elle est filou, Mélissa. Elle est visionnaire, Ouais, elle s'est dit filou, non, elle va y arriver, la petite, ensemble on va y arriver. Et c'est vraiment ça, ensemble on va y arriver. Elle s'est remontée les manches et toutes les deux, on a bossé comme des malades l'année 2017. D'ailleurs, elle a fait une photo qu'elle m'a encadrée et qui est super chou, où en fait on est dans mon bureau à la maison avec tout plein de petits post-it de papier étalés par terre, un grand carton que j'avais collé contre le mur où j'avais mis les deadlines de la boîte et où j'avais mis 2018 levée de fonds 1 million. Et je prends un espèce de panneau et je regarde comme ça le truc et elle me prend photo, je savais pas, et au moment de la levée de fonds, elle me l'encadre et elle me l'offre. Donc 2 ans après, quoi. Enfin, un an et demi après. C'est la même chose pour Mathieu, il y a encore une histoire. Alors après, avec Mélissa, petit à petit, on avance bien, les choses prennent. Moi, je réussis à boucler le premier tour de table. Enfin, premier tour de table, moi, j'investis de l'argent et puis après, on rentre dans le réseau initiative, donc on a prêt d'honneur. La BPI nous suit avec une bourse French Tech et un prêt. Et notre banque nous fait aussi un premier prêt, donc on réunit 250 000 euros. Du coup, on prend un petit bureau en pépinière d'entreprise. Donc on était toutes les deux là-bas et puis un jour on embauche un premier développeur qui finalement n'est pas resté chez nous mais nous a permis de rencontrer Mathieu. Et à l'époque du coup j'avais pas du tout de budget pour payer Mathieu et je lui dis mais Mathieu en fait je peux pas t'embaucher. Il me dit c'est pas grave, on peut peut-être s'arranger autrement. Je lui dis écoute ouais de toute façon on a besoin d'un associé donc faisons le test. Et par contre fallait croire en moi parce qu'à l'époque je pouvais rien faire, j'attendais la levée de fonds. Je lui dis si j'arrive à faire ma levée de fonds, voilà combien on valorise la société, je te donne tant de parts et on y va. Et on a fait la même chose avec Stéphanie, que je connaissais déjà d'avant et que je savais très talentueuse sur la partie communauté, elle est hyper sociale, etc. Donc je l'ai poussée pour qu'elle s'occupe de la communauté freelance et elle l'a fait avec brio. Et on est partis comme ça ensemble et ils m'ont fait confiance et franchement, je me dis qu'ils sont complètement dingues et c'est pour ça que je les adore. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas grand-chose. J'étais encore loin de la levée de fonds. Et ils m'ont cru et on y est arrivé ensemble. Donc ça, c'était chouette. Et donc, on bosse comme des malades en 2017. Et l'objectif, c'était en janvier 2018 de lancer la première plateforme avec assez de freelance inscrits. Et on se dit, OK, on se donne 1 an. Donc, on arrive en janvier 2018. On a la plateforme qui est lancée. Et là, on se donne 1 an pour prouver notre concept. Donc, aller chercher les premiers clients avec des projets. Donc, toujours dans cette idée de répondre aux besoins des freelances, des projets d'équipe, des projets importants pour les entreprises, des projets à long terme. Et très vite, on a des clients qui nous font confiance et des clients de renom. On commence à travailler avec Chopard, avec Columbia, avec le groupe Fournier. Notamment, on a bossé sur la refonte du site SoCook. Donc pour eux, c'était vraiment un gros projet. On leur a fourni les compétences pour le faire.
Et donc, cette première année nous permet d'avoir 100 projets réussis grâce à la plateforme, grâce à notre business model, et donc de lever des fonds. Donc, en parallèle de cette recherche de clients cette première année, on a aussi, j'ai travaillé sur cette recherche de partenaires financiers. Cette dimension équipe me plaît beaucoup. Pour plusieurs raisons, tu le dis toi-même, tu dis aujourd'hui l'entrepreneur peut parfois se sentir seul, en tout cas à un moment il y a une réalité, souvent dans le début des structures. Complètement. Mais il est hyper important de savoir s'entourer, et puis comme tu dis, il y a le cœur qui parle, là, les Mathieu, les Mélissa et compagnie, ils te font plus confiance sur ton devenir que ce que tu pouvais leur prouver au moment où tu les rencontres, donc... Et on sait que ça va revenir un peu plus tard, parce que récemment, c'est ce aussi qui a fait que ta boîte a évolué et que aujourd'hui les gens disent que tu portes ton projet, tu incarnes ton projet, tu as cette dynamique, mais que l'équipe elle est pas loin derrière, elle suit et c'est vraiment une réalisation d'équipe. Alors 2017 incroyable, tu fais tout ça en même temps, vous faites tout ça en même temps, tu commences en jeu l'année et tu l'as fini en août. C'est quand même assez exceptionnel. Mais alors du coup, on pourrait se dire ça y est, elle va se reposer en 2018, pas du tout. Je dis parce qu'alors du coup, c'est pas fait pour toi, maintenant faut y aller. Donc 2018, c'est une sacrée année. Et il y a encore un événement incroyable, c'est la rencontre avec le partenaire et l'investisseur principal, où là aussi il y a une histoire incroyable. Alors tu vas bien sûr me dire que vous êtes rencontrés sans faire exprès, mais tu me parles de 2018, c'est parti là, il faut y aller là. 2018, effectivement, donc les projets s'enchaînent et en parallèle, je travaille déjà sur l'étape d'après, qui est comment est-ce qu'on va financer la croissance de Coworkies, comment est-ce qu'on va pouvoir embaucher, parce que on était déjà tous sous l'eau, il y avait beaucoup de boulot. Et donc la next step, c'était forcément la levée de fonds. Donc je recherche des partenaires, je fais des pitchs à droite à gauche, mais la rencontre avec notre investisseur principal dont tu parles, Jérôme, donc de la société Baya Consulting, oui. Elle s'est fait par le business naturellement, puisqu'en fait on avait des demandes de clients et on n'avait pas forcément les freelances qui allaient en face, parce qu'on n'avait pas encore une communauté suffisamment grande, et donc on allait vers les sociétés de portage salarial qui elles on porte en fait des travailleurs indépendants, mais n'ont pas le droit de les vendre. Et donc, nous, on allait les voir en leur disant, voilà, on a tel type de mission, est-ce que vous avez ce genre de profil? Et puis, très vite, on s'est lié d'amitié avec Béatrice, qui gère l'antenne de Baya à Annecy, avec qui, très vite, on avait des retours, des propositions de profil, etc. Et un jour, elle me dit, mais attends, c'est génial ta plateforme, je vais te présenter au DG. Je rencontre le DG qui me dit, ah, c'est génial ta plateforme, je vais te présenter à Jérôme. Et donc, je rencontre Jérôme et je lui pitch la boîte et il me dit, écoute, moi... je suis intéressée, je suis prêt à investir, mais trouve d'autres actionnaires, parce que de toute façon, j'avais besoin quand même d'1 million à la base. Donc, il me dit, trouve d'autres actionnaires, puis si tu y arrives, je mets un ticket, quoi. Et donc, me voilà partie en recherche de fonds, moi qui n'en avais jamais fait, pitch porte à porte, le grand jeu de claquettes. Et voilà. Et donc, on y arrive, puisque finalement, le 22 décembre 2018, on se retrouve avec mes actionnaires autour d'une table pour signer une levée de fonds. Donc 1,2 million en tout, 500 000 en capital, 400 avec la BPI qui nous a suivis, qui nous accompagne vraiment depuis le début. C'est important ça. Et puis après notre banque actuelle qui a remis un ticket aussi la Société Générale. En prêt. Ouais. C'est une sacrée histoire. Bon, moi j'ai vu au moins 12 Jacadi, je sais pas vous, mais je les ai comptés. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'à ce moment-là, il se met quelque chose en place, mais tu étais prête, c'est cette partie gouvernance. Puisque là, du coup, tout à l'heure, j'ai dit tu as commencé en jeu, tu finis 2017 en nous, mais alors 2018, c'est plus que du nous, là, ça commence à devenir vraiment. Donc, il y a une gouvernance qui se met en place, comité stratégique, je pense que vous l'aviez mis au trimestre, c'est ça, au début, en fréquence? Oui, c'était ça, ou en fonction des besoins, quoi. C'était encore assez agile. Donc, autour de la table, il y a quoi? Il y a un peu tout type, il y a du financier, il y a du représentant des actionnaires, c'est ça, et puis il faut animer, puis moi on me dit, j'ai pas de doute, tu es en face de moi, mais que t'es plutôt dynamique, donc ça avance, mais parfois ça avance pas toujours à la bonne vitesse, c'est pas évident cette période, c'est compliqué. En fait, on est passé d'une boîte où on était 4 à une boîte où on était 10, parce qu'on a déjà recruté tout de suite, donc il y a un temps de formation, ensuite il faut mettre des choses en place pour améliorer l'outil, on a bossé sur une V2 qui va sortir là bientôt, d'ici une semaine ou deux. Mais on était aux prémices de ce projet-là aussi qui était important. Il a fallu mettre en place un système de gouvernance, quel KPI on allait suivre. On n'avait pas forcément de quoi les suivre de manière automatique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garder de l'agilité parce qu'il faut aller vite, etc. Mais quand même faire du reporting et savoir si on est en difficulté ou pas. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses que je découvre parce que c'est ma première boîte et qui se mettent en place naturellement avec après des partenaires de mon comité stratégique qui étaient
assez souple, hein. On reste sur de la levée de fonds early stage, donc c'est pas le niveau de KPI et de rendu attendu des grands fonds d'investissement. Ils étaient quand même pas là pour me plomber niveau temps. Donc ça se met en place assez naturellement. Nous, on avance sur les sujets, je les tiens toujours au courant. Une période, on rentre dans une période en fait 2019 de mise en place des choses, d'accélération du business. Où on fait quand même x5 en 2019 sur notre business. En termes de chiffre d'affaires, de nombre de projets, de tout. Puis petit à petit, je me mets à nouveau dans la préparation de la suite, donc à nouveau à envisager dès 2019, en parallèle de tout le reste, la prochaine étape qui est comment est-ce qu'on finance la suite de Coworkies. La suite logique aurait voulu être une levée de fonds de série A, c'est ce qui se pratique après un early stage, et donc je commence à travailler un petit peu sur tout ça. Quand parce que j'ai parlé avec Jérôme, bien évidemment, qui a joué un rôle important. Moi, j'ai posé la question à Jérôme suivante. Je lui ai dit, Jérôme, qu'est-ce qui a fait que finalement ça a marché? Quelles sont les valeurs finalement que tu as retrouvées? Et Jérôme, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, Gérald, j'ai aucun doute. La première, il me dit, Julie, et il me dit, c'est assez rare finalement. On a tous des roadblocks et compagnie, mais Julie, il me dit, à chaque fois qu'elle venait et qu'il y avait un souci, elle venait aussi avec les solutions, ou du moins les pistes de solutions. Et il me dit, ça change tout dans la relation, tu vois, t'as jamais été victime des circonstances, Julie, tu les as toujours prises en disant, ok, c'est peut-être pas mon choix, je vais avec. Donc lui, ça l'a marqué, et il dit que c'est une force énorme que tu as aujourd'hui, et que t'as même inculqué à tes équipes en disant, ok, il y a des problèmes, c'est pas grave, mais venons avec des solutions. Et la deuxième, mais bon, on va sourire tous les deux, c'est que tu lâches rien finalement. C'est qu'à chaque fois, tu as fait face et tu t'es entouré pour t'aider à trouver les solutions pour avancer et continuer à croître et développer ton entreprise. Ouais, carrément. Ça, c'est sûr que je suis quelqu'un de proactif et mes équipes le sont aussi, comme tu dis. Alors effectivement, je pense que c'est dans notre culture d'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'échec. On s'est planté sur un truc. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On n'a aucun souci à se le dire. Et à avancer, à trouver des solutions. Et du coup, ce qu'on applique au quotidien dans la boîte, je l'appliquais aussi effectivement pour les décisions plus stratégiques de l'entreprise. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que j'arrive à lever des fonds? Est-ce que j'y arrive pas? Quelles sont les limites? Quels sont les problèmes rencontrés? Et comment est-ce qu'on peut trouver des options pour les dépasser? Et mon comité stratégique m'a aussi aidé pas mal là-dessus, avec effectivement, tu parlais un peu de la composition, mais il y avait Jérôme qui en faisait partie, qui a cette casquette entrepreneur aguerri, puisqu'il a monté plusieurs entreprises. Oui, on en a parlé, oui, voilà. Tout à fait, il avait l'expérience. Ouais. Exactement, il a une super expérience. Il y avait donc le fonds d'investissement, parce qu'on a un fonds d'investissement early stage aussi, qui est le fonds du Crédit Agricole, qui était représenté, qui avait pas on appelle ça des membres censeurs, ils ont pas de pouvoir de vote, mais moi je capitalisais beaucoup dessus aussi pour prendre leur avis, parce que c'était vraiment important pour moi. Et ils pouvaient m'amener cette dimension purement financière dont on a besoin aussi quand on réfléchit aux stratégies, donc c'était vraiment important pour moi. J'avais un de mes associés dont j'ai pas parlé parce qu'il est un peu en off, c'est Richard, parce que il gère en fait la partie financière avec moi, donc il était au comité stratégique, et puis Bruno qui s'occupait de la partie, de représenter en fait les membres minoritaires, parce que j'ai beaucoup de petits investisseurs, des BA qui sont rentrés, mais pas au travers d'un club de business angel, directement. En direct, hein, d'accord. Ouais. Et donc j'avais décidé de mettre un représentant aussi pour pouvoir amener une autre dimension, et puis pour pouvoir aussi montrer qu'on prend pas des décisions sans tenir compte de tous mes actionnaires, quoi. Marjorie, elle me fait rire, elle me dit, Gérald, c'était étonnant parce que cette époque-là, elle me dit, autant il y avait un tapissage de 55 versions de logos et t'étais tu voulais vraiment que ce soit parfait, et elle me dit, autant elle était, à chercher le bon logo et il fallait que ça passe, mais en même temps, elle se rappelle très bien qu'à ce moment-là, t'avais déjà une idée très claire, même voire détaillée de certains aspects de ta stratégie, et notamment, elle me parle de cette vision. Tu voulais dès le départ proposer une solution de mutuelle, notamment aux freelance, pour, tu vois, les encadrer, et c'est ce qui ressort, puisque Jérôme me dit, Gérald, dès le départ, il était évident qu'elle était bienveillante pour la communauté des freelancers, quoi. Et t'avais les deux. T'as le doute, on me dit que tu poses beaucoup de questions, tu prends beaucoup d'avis, et ça, je trouve que c'est aussi une richesse, tu t'enrichis. Mais en même temps, t'as aussi, toi, ta direction, et tu veux être conforté dans tes choix. T'arrives à mener les deux, toujours? De poser des questions, tu veux dire? De poser des questions, et puis d'avoir quand même aussi, toi, ta vision des choses, quoi. Donc, c'est pour valider ton choix, c'est pour te faire des stress tests de temps en temps pour voir si c'est solide suffisamment pour avancer. Ouais, c'est pour voir aussi si j'ai pensé à tout, s'il y a pas d'autres choses auxquelles j'aurais pas pensé et qui pourraient être intéressants pour nous ou à inclure dans ma stratégie.
c'est plutôt dans cette dynamique d'ouverture de chakra et puis de se dire qu'en fait on est une grande communauté, notre business en fait il est sur un marché qui est assez nouveau, les plateformes de freelance ça existait il y a 10 ans mais ça a vraiment explosé il y a 5 ans, le marché se structure vraiment petit à petit, on est tous en quelque sorte des nouveaux acteurs, donc même avec mes concurrents j'échange tout le temps, je les connais, on se connaît tous et j'ai toujours été dans cette dynamique en fait de me dire voilà, faut prendre de l'info partout, faut s'ouvrir les chakras et c'est comme ça qu'on avance. Et puis après, par contre, ça m'empêche pas, ça m'a jamais altéré dans mes choix. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est là aussi pour me conforter ou pour améliorer les décisions que j'avais prises. Mais voilà, je pratique ça tout le temps et je trouve que c'est plutôt bien. Est-ce que tu penses que le fait d'être et d'avoir été dans ces périodes tellement importantes de construction de fondation, d'avoir été une jeune femme et de région, Annecy, c'est la région. A été plutôt handicap, plutôt comment ça se passe cette partie-là parce qu'on est encore dans un milieu de mecs, faut être dynamique, faut convaincre là, non? Ouais, faut convaincre et puis faut prouver 3 fois ce qu'on dit par rapport à un homme, c'est clair qu'on sent que on n'est pas toujours écouté de la même manière. J'ai eu et ça reste entre nous mais d'investisseurs des retours qui pouvaient être du type mais attendez, vous êtes une femme, pourquoi vous allez pas quitter le navire et faire un enfant? Ah, il y a des gens qui te disent ça? On en est là en fait. Tu viens de dire ça reste entre nous sur le podcast. Ouais, sur le podcast. D'accord. Okay. Ça reste entre nous du podcast, mais surtout. Donc, chers auditeurs, vous ne divulguez pas cette information. Mais quand même, je vous le dis parce que c'est important. N'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles, mais c'est hyper important. Nous allons vous envoyer un formulaire que vous nous remplirez avec votre signature. Tu penses, hein, Cyril? Ça, on va bien régler. Ah oui, il y a encore des gens. On parle de quoi? Il y a combien? Il y a 2 ans? Là, je te parle pour la première levée de fonds en 2018, quand j'allais pitcher les investisseurs, j'ai eu ce genre de retour. Incroyable. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le fonds d'investissement qui a investi chez nous, en fait, j'en avais tellement marre à un moment donné, j'avais vraiment des retours comme ça que quand je lui ai écrit un mail en disant voilà, on m'a donné votre contact, etc. Blablabla. Et je lui dis alors oui, je suis une femme, c'est sûr que ça peut être handicapant pour certains sujets de finance, mais c'est super pour faire le buzz sur les médias, etc. Donc en fait, t'avais déjà amené des solutions. À l'approche. Je sais que vous allez m'en parler, mais moi je vais vous dire déjà les key selling points. Et quand il est venu, il m'a dit ça m'a fait rire. Du coup, ça m'a donné envie de venir quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est rageant. En fait, c'est frustrant parce que c'est quelque chose évidemment qu'on ne maîtrise pas. Comment est-ce qu'on peut convaincre que en tant que femme, on est un aussi bon crédible, chef d'entreprise bien sûr. Et qu'on fera la même chose? Il y a rien à faire en fait. Il y a rien qu'on puisse dire de rationnel qui pourrait être un bon argument parce que la question, elle reflète en fait tout le passé qu'on peut avoir dans l'entreprise où les femmes n'avaient pas de rôle important pendant des années, etc. Alors heureusement, c'est en train de changer. Mais en fait, dans le monde de la finance, finalement, les personnes qui ont les fonds aujourd'hui, ce sont des gens qui ont connu l'entreprise finalement à une période où la femme n'avait pas ce rôle encore important de direction dans l'entreprise et donc il reste un peu un passif qui se ressent aujourd'hui quand on va pitcher des investisseurs. Ta recherche à ce moment-là, tu le dis toi-même, tu dis Gérald, moi j'ai toujours un coup d'avance, il faut que je fasse bien évidemment en sorte que ma société ait des conditions favorables pour progresser. On parle de ressources. Avec un S, il y a les ressources humaines, et tu es en train de t'entourer, tu recrutes constamment et tu intègres les talents qu'il faut. Il y a les ressources matérielles, tu parlais de plateformes et compagnie, et oui, il y a les ressources financières, et là tu es en train déjà de préparer le coup, et puis ça se passe peut-être pas directement, en tout cas comme toi tu le souhaitais. Ce que tu souhaitais toi, c'était encore être capable de lever des fonds pour pouvoir après faire bénéficier et pouvoir développer ta boîte. C'est difficile ce moment-là, malgré ta conviction et ta dynamique, tu sens que c'est compliqué? Oui, en fait, ça a été une succession. C'est-à-dire que d'abord, j'ai pris conscience quand on a mis en place, effectivement, comme tu dis, tout ce suivi stratégique, que ce que j'avais besoin pour la next step, en fait, pour amener Coworkies vraiment à passer l'échelle, à scaler, comme on dit dans le monde des startups, c'était aussi de compétences que je n'avais peut-être pas, d'avoir d'autres personnes qui ont déjà permis à des startups de passer à l'échelle. Et j'avais besoin de ça dans mon board. Et j'ai dit à mon board, avant même que je reparte en levée de fonds, j'aimerais bien que pour la prochaine levée de fonds, pour que la suite, on intègre au board en fait des personnes qui ont cette expérience-là, dont je pense avoir besoin pour la suite. Et donc on avait déjà eu ce sujet qui avait d'ailleurs été pas forcément hyper bien compris sur le moment. C'était pas pour vexer personne, mais c'était un besoin que je ressentais vraiment au quotidien et pour
pour la suite. Et puis ensuite, ceci étant dit, je continue à chercher des fonds. Donc je rentre chez The Family, qui est un accélérateur très connu de la place parisienne. Ils nous forment un peu à la levée de fonds série A. Ils nous expliquent un peu comment les fonds marchent. Ils nous aident un peu sur le deck. Ils nous font les intros qui vont bien. J'enchaîne les rendez-vous. Je fais mon roadshow, comme on appelle ça. J'en rencontre beaucoup, des fonds berlinois, anglais, parisiens, parce que malheureusement, ils sont souvent dans les capitales. Et je me déplace pas mal pour des pitchs d'une heure où finalement j'ai des discussions à l'époque assez stériles. Je commence à analyser un petit peu les projets sur lesquels les fonds ont investi. Je comprends bien leur stratégie de chercher le prochain leader européen. Sur notre secteur, on a Malte et Comet, même si on est différent dans le produit, dans l'approche et dans la communauté, ce sont des plateformes d'intermédiation entreprise freelance dans lesquelles il y a déjà eu des grosses levées de fonds. Donc je comprends bien que les stratégies de ces fonds-là, c'est pas d'investir dans trop de plateformes, mais plutôt de se dire ok, il y a déjà 2 acteurs, le marché européen est très dur à ouvrir, donc on va attendre de voir ce qu'ils font, ça sert à rien de diluer les fonds. Donc on était déjà dans cette phase-là, presque un peu trop tard, un an trop tard presque, je dirais. En plus, quand j'analyse un peu les stats des fonds, que je m'aperçois qu'ils investissent pas ou peu dans des femmes, je me dis bon, effectivement, je pars avec un handicap. Je viens de province et je les ai pas rencontrés assez tôt, donc c'est aussi pour ça qu'avec la French Tech on travaille là-dessus, mais finalement, ils me découvrent un peu tard et il y a une relation de confiance qui doit s'instaurer avec des fonds d'investissement et qu'on n'a finalement pas le temps d'instaurer. Donc, ça ferme aussi des portes. Et là-dessus arrive le Covid et le premier confinement. Ça, c'était pas prévu. Et donc s'enchaîne en fait tout mon raisonnement et etc. Ma déception face aux fonds rencontrés et le Covid où je me dis mais attends tous mes clients s'arrêtent du jour au lendemain, personne ne sait. Enfin là on est dans une situation inédite sur laquelle personne n'a de réponse à l'époque. C'était il y a un an. Et moi je me dis là ma cocotte va quand même falloir trouver des solutions parce que en fait ta stratégie elle est pas la bonne. Elle était pas en accord. D'ailleurs chaque fois que j'allais pitcher un fonds j'avais mal au ventre avant. C'était pas bien. Ouais. C'était pas le bon truc. Et en même temps, qu'est-ce qui s'ouvre à toi, quoi. Quelles sont les alternatives, en fait? C'est ça. Ouais. Le premier mois Covid passe, on a des très bons indicateurs, le trafic sur la plateforme est là, les clients nous disent qu'en fait ils reprennent les projets, que finalement ils ont fait des coupes sur d'autres secteurs, que le market et la com ils en ont besoin, qu'ils ont besoin de se digitaliser, donc les projets continuent, donc en fait on a des super KPI, on fait même nos meilleurs mois en fait, depuis le post-Covid on a même explosé, post-premier confinement, mais n'empêche qu'il faut quand même financer la boîte. Et il faut accélérer. Et les résultats sont là. Donc, c'est assez rageant de se dire qu'on peut pas aller plus loin si on n'a pas les fonds. Et donc, là, je me dis, il faut que tu trouves une solution. Et pendant cette période un peu Covid, j'ai pris le temps d'échanger avec tous les dirigeants qui ont des plateformes, qui sont dans mon secteur, d'analyser un peu le marché. Et puis, je me rends compte qu'il y a des acteurs avec lesquels on est hyper complémentaires. Et que sur un marché comme le nôtre, à un moment donné, il y aura des consolidations qui vont se faire. Et que ces boîtes ont développé des choses que moi, j'aurais mis des années à développer, même avec beaucoup de fonds. Et que moi j'ai développé des choses qui peuvent vraiment leur servir et qu'en fait c'est peut-être ça la suite logique quoi. Et ça me permet d'avoir du coup à la fois les fonds mais aussi les compétences et l'expérience que j'avais pas et que je recherchais et dont j'avais parlé à mon board finalement plus d'1 an avant quoi. C'est la raison alors qu'ils commencent à l'emporter sur la passion et tu te dis il y a une autre alternative, c'est faire un échange de bons procédés. De rencontrer et du coup d'anticiper quelque chose qui allait arriver à un moment ou un autre, tu le dis, de convergence et d'intégration. Et en fait, encore une fois, tu tournes ce qui aurait pu devenir à un moment une contrainte ou quelque chose dans la douleur, tu le tournes toi en anticipant, en disant, écoute, allez, il faut que je trouve maintenant un partenaire. Et une question importante à ce moment-là, ton board, il réagit comment? Parce que tu les as tenus au courant de chaque moment ou tu étais déjà en train d'anticiper cette stratégie-là seule? C'est une bonne question. Je saurais pas te dire. On échangeait beaucoup à l'époque, mais je sais pas à quel moment je leur en ai vraiment parlé et je leur ai dit que je voulais faire ça. Je sais qu'il y a eu une phase transitoire où je leur ai dit que par contre je me voyais pas faire de la levée de fonds avant d'apporter vraiment cette solution, mais où vraiment j'en étais venue au constat que la levée de fonds n'allait pas être la solution pour moi. Et je me rappelle d'ailleurs que il y a un des membres de mon board qui m'a dit mais du coup je comprends pas, t'as revu tes ambitions à la baisse, t'as plus d'ambition en fait. C'est ce que je voulais voir, ouais. C'était cette approche où eux avaient une vision différente qui était plutôt orientée sur la revente ou en tout cas la plus-value. Et là t'es sur une stratégie de mixité entre 2 écosystèmes
C'est carrément différent, enfin, dans... Alors, en fait, au début, je leur ai pas parlé de stratégie. Je leur ai dit, la levée de fonds, c'est pas pour moi. Je vais trouver autre chose, en fait. Okay. Et cette première étape intermédiaire, elle leur a fait un peu peur. Et j'ai eu ce retour de, mais t'as plus d'ambition, alors que c'est pas du tout ça, en fait. Complètement. Et d'ailleurs, ça m'a mis une petite claque sur le moment. Je me suis vexée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Comment ça, j'ai pas d'ambition? Je porte Coworkies depuis les débuts. Je veux faire des grandes choses. De quoi il me parle? Non, je suis pas en train de me transformer et j'ai rien contre les PME, c'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais je suis pas en train de me transformer en petite PME. J'ai toujours des grandes ambitions pour Coworkies. Je pense vraiment que ça peut devenir un leader français, européen. Et je pense vraiment qu'il y a un marché et qu'on est qu'au début et que nos KPI et tout montre qu'en fait on tient quelque chose qui est vraiment intéressant et qu'il faut pousser. Mais je dis juste que la levée de fonds, c'est pas le bon moyen de le faire, quoi. Et ça, au début, ils l'ont pas compris. Et après, effectivement, j'ai commencé à leur amener des solutions en disant, voilà, moi j'ai parlé avec plein d'acteurs. Et en fait, il y a des acteurs où je me dis qu'il peut y avoir des choses qui peuvent se faire avec eux qui seraient très intéressantes. Et aujourd'hui, le marché du freelancing, ça a tellement explosé ces dernières années que de toute manière, il y a une cinquantaine de plateformes qui sont créées là sur 1 an, 2 ans. Et on sait très bien qu'il n'y a pas 50 plateformes qui va rester. Il va y en avoir 2, 3 grosses, peut-être des plateformes sectorielles qui vont bien marcher, mais il n'y a pas 50 plateformes qui vont rester. Donc, de toute façon, à un moment donné, on va se regrouper. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont être achetés, il y en a qui vont se compléter, qui vont faire une offre globale. Et je me suis dit, en fait, ce moment, on y est pour moi. D'autant qu'en fait, toutes les discussions que j'avais commencé à mener avec les entrepreneurs, elles étaient tellement enrichissantes par rapport aux discussions que j'avais pu avoir avec des fonds, que je me suis éclatée en fait à envisager des projets professionnels avec eux. Donc il y en a eu plusieurs, on a poussé plusieurs pistes et moi depuis le début, il y en a une qui me plaisait particulièrement, qui me paraissait évidente et c'est celle qu'on a menée à bien jusqu'au bout et dont je pense qu'on va parler. Mais oui, à partir du moment où j'ai commencé à mener ces pistes-là, en fait, mon board a compris. Et t'avais plus un nœud au ventre pour aller pitcher. Et j'ai jamais eu de nœud au ventre avec eux en fait. Jamais. Et d'ailleurs du coup j'ai été bien meilleure. Et j'étais comprise, j'avais pas besoin d'expliquer mon secteur. Donc moi j'ai discuté avec avec Laurent Lévy de freelance.com qui me raconte la même chose mais de l'autre côté. C'est ça qui est génial finalement. Vous avez vécu le même truc tous les deux, je te rassure, mais lui il le voit de l'autre côté. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit, eux ils avaient une veille bien évidemment, hein, tu te doutes bien, hein, pour les mêmes raisons que tu as racontées. Hein. À un moment on va se marier, donc faisons-le en proactif et choisissons notre futur partenaire. C'est ça. Et en fait, il vous identifie. Et puis tu incarnes beaucoup ton projet, Julie. Hein, et c'est pas, bien évidemment, un défaut, bien au contraire. Mais lui, c'est ce qu'il me dit dès le départ. Il me dit, j'ai aucun doute sur le projet. Et je n'ai même pas de doute sur Julie dans son incarnation. Et on retrouve encore une fois le côté pétillant, engagé et compagnie. Mais il me dit, il y a 2 choses qui m'ont plu énormément. C'est qu'il me dit, premièrement, Julie n'a jamais été engagée sur son projet centrique comme une sorte de nombrilisme. Il me dit, en fait, je la sentais engagée sur le freelance, sur l'écosystème. Et ça, c'est important pour la pérennité. Et la deuxième, et c'est une anecdote qui me plaît beaucoup, hein, c'est on est en plein été. Et en fait, il me dit, tu sais, Gérald, quand on rencontre des startups, parfois, malheureusement, l'incarnation, elle est unique. Et en fait, on dépend trop d'une seule personne. Ouais. Et il dit, nous, chez Freelance, on avait peur de ça, parce qu'au bout d'un moment, ça peut capoter. Donc, il dit, en fait, il t'appelle. Il te dit, voilà, tiens, je suis en vacances dans la région d'Annecy, parce qu'on le sait, tous les Parisiens viennent à Annecy. Ta mère est belle, ouais, je me rappelle. Et il me dit, je vais passer, il te dit, je vais passer comme ça, style casual, et j'aimerais bien rencontrer ton équipe. Et là, il a un objectif, qu'il t'avoue, je pense après, mais je pense que tu l'avais compris, c'est d'aller voir le hors Julie, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière Julie, en termes de management, en termes d'équipe et compagnie. Et donc, il découvre ton équipe, tous les talents dont on a parlé précédemment. Et puis même, il te demande un moment de les réunir. Il y a une sorte de pitch, c'est ça, il y a une discussion. Et en fait, il pose une question qui me plaît beaucoup. Il dit, et vous, hein, je crois que c'est presque un par un, quasiment. Il fait un tour de table. Il dit, et vous, là, vous en pensez quoi de cet éventuel projet? Et à ce moment-là, on fait du RH, là, on est un pire. En fait, ce qu'il regarde, c'est l'engagement et la vision qu'ont les membres de ton équipe, mais sans que toi, t'interviennes. Et il me dit, Gérald, ça y est, après, ça a fait ma journée. C'était évident que il est reparti finir ses vacances, mais il avait la certitude qu'il y avait... toi, Julie, dans ton projet, dans ta dynamique, t'avais amené presque tout le monde avec, quoi. Et freelance.com, c'est ça qu'il voit à un moment. C'est de dire, c'est bon. Tu t'en rappelles, cette période, c'était sympa? Je m'en rappelle parce que c'était une période... En fait, ce qui s'est passé, c'est que... alors, moi, j'ai toujours été transparente avec mon équipe, d'autant qu'avec le Covid, je pense que c'était vraiment essentiel pour maintenir les équipes ensemble, de leur montrer la stratégie, parce qu'on leur avait vendu une levée de fonds. Finalement, je partais sur une autre stratégie. Donc,
je les ai toujours embarqués et je les embarquais sur les projets qui me paraissaient intéressants en leur expliquant pourquoi. Et donc, en fait, c'est naturel. Là, on va signer, on va rentrer dans la société. Ils sont déjà à fond dans la société. Ils sont déjà tous dans la next step. Donc, heureusement que j'avais fait ce travail parce qu'effectivement, Laurent est venu un peu comme ça, sans que... L'air de rien. Voilà, l'air de rien. Mais moi, en fait, j'avais déjà rencontré le président, donc Sylvestre Blavet, qui est le président de freelance.com, l'investisseur principal, etc. Mais effectivement, eux n'étaient pas venus chez nous. Et donc, j'avais un peu cette appréhension par rapport à Laurent parce que moi, je l'avais jamais rencontré avant. Donc, en fait, il passait par là, il venait voir l'équipe, mais moi, je ne le connaissais pas. Et je savais pas du tout si le bon effet que j'avais pu faire et la bonne entente que j'avais pu avoir avec Sylvestre, notamment, allait être la même avec Laurent. Et c'est arrivé en plus à un moment très compliqué pour moi parce que ma maman est tombée malade juste avant. D'accord. Et je suis sortie d'une semaine d'hôpital et lui est venu là et je gérais un peu tout de front en même temps et c'était pas évident. Et heureusement, Laurent est quelqu'un de vraiment mais formidable. Il reflète tout à fait l'esprit du groupe et tout le groupe et tous les collaborateurs sont vraiment chouettes et on a vraiment cette même culture d'entreprise et cette même passion des freelances. Et il est arrivé très à la cool. On a passé un moment très sympa. On a parlé, voilà, on a refait le monde du freelancing, de tout ce qu'on pouvait faire, toutes les idées qu'on avait. Et ensuite, il m'a dit bon, ça te dérange si je vois l'équipe? J'ai dit allez, c'est parti. J'ai réuni tout le monde comme il m'a demandé. Et voilà. Et moi, j'ai une confiance absolue dans mon équipe parce que justement, je leur donne toutes les infos, je sais ce qu'ils pensent, on communique beaucoup au quotidien. Donc voilà, tout s'est fait naturellement et puis effectivement, ça a été un match. Il en parle avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'affection. C'est très agréable de vous entendre tous les deux. Hein. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir eu les deux. Et lui, il dit, Gérald, finalement, le due deal, c'est-à-dire la base, finalement, il dit, elle est arrivée assez vite. Mais le fait d'avoir rencontré tes équipes, de s'apercevoir que dans ton mode de management, puisque tu sais, c'est justement quand t'es pas là qu'on le voit, ton mode de management. Hein. Les locaux, il me parle des locaux, il me parle de cette ambiance où en fait on était pas pizza coca, mais il y avait encore cette mentalité start-up, mais très professionnelle. Attention, tous ils sont engagés là, hein, j'ai pas de doute. Il me dit, c'est là où je me suis aperçu très rapidement que ce qu'il voyait en toi, la fraîcheur, l'énergie et compagnie, en fait, tu l'avais partagé et que ton équipe l'apportait en même titre que toi. Et donc, il me dit, du due deal qui était presque un postulat, on est arrivé petit à petit, et je sais que toi, tu as vécu après cette deuxième période un peu plus compliquée, là, on passe dans le term sheet, où en fait, on est dans on parle pour les informations, freelance.com, c'est une société qui est cotée en bourse, donc il y a beaucoup de process incroyables. Un audit très long. Il me dit, écoute, je la vois encore devant les papiers à signer avec les avocats derrière qui se parlent, et ça change toutes les 2 minutes parce que le mot c'est pas le bon, et que du coup on peut pas faire la com, donc ça sera le demain matin. Il me dit, c'est un super souvenir parce que finalement on concrétise ça, mais il pense qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de stress. Toi, tu as eu beaucoup de stress, peut-être un peu intimidant aussi, ce côté. Tu te rappelles de cette période? Ah oui, oui, parce qu'elle date d'hier. Effectivement, c'était beaucoup de stress. Alors déjà parce que les périodes d'audit, effectivement, quand on fait une opération capitalistique, mais que ce soit une levée de fonds ou un rachat, hein, c'est la même chose. Il y a une période d'audit qui est très longue, donc dans laquelle on a besoin de fournir plein de documents, de faire des rapports, de faire 15 fois le business plan, de rechanger des choses, etc. Donc ça prend du temps. Aux équipes, ça prend du temps à moi, donc c'est une période qui est pas toujours évidente. Et puis effectivement, donc il y a cette phase-là, puis il y a la partie entre les avocats. Mais une fois de plus, je l'avais déjà vécu pour la levée de fonds, c'est la même chose. Mais où les avocats vont changer toutes les virgules du contrat, ça va prendre une plombe, c'est long, c'est stressant parce qu'on se dit est-ce qu'on va arriver au bout, est-ce qu'il va pas y avoir un point qui risque d'être un point de friction et qu'on va pas aller au bout du truc. Et puis tant que c'est pas fait, tant que c'est pas signé, quelque part on n'est pas à l'abri qu'une opération n'aille pas à son terme. Donc j'avais de l'autre côté mes investisseurs. Donc moi je voulais vraiment travailler avec freelance. Hein. Moi c'était mon choix et tout. Et de l'autre côté j'avais mes investisseurs qui me poussaient en me disant mais attends, il faut quand même que tu cherches des autres options parce qu'en fait si jamais ça fait pas avec eux, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc ils commencent à me pousser. Donc je suis obligée de faire ce que je faisais avec eux, avec d'autres boîtes, et on le fait avec 3 en même temps. Dont une en fait qui la veille de Noël, des vacances de Noël, on avait tout terminé avec freelance, donc on n'était plus maintenant que dans du process de convocation d'AG, etc. Nous fait une proposition qui financièrement pour mes investisseurs était plus intéressante. Ah. Et là, voilà, j'avais un coup de cœur et je me dis, il faut que je fasse passer ça, en fait. Il faut que je fasse passer l'offre. Et donc, on vient toute une stratégie pour y arriver, mais qui a été effectivement assez stressante. Et puis bon, voilà, on s'en sort, passe les vacances de Noël et ensuite on poursuit officiellement avec Freelance qui communique auprès de la bourse. Et la dernière étape sera donc l'or AG qui aura lieu vendredi prochain.
Donc il y a une date importante et c'est pas ton anniversaire, c'est le 5 mars. Hein. Et presque. C'est vrai? Dis-moi. Je suis du 25. Non, ça va être trop bon. C'est génial. Oui, parce qu'en plus, j'ai demandé comment ça se fêtait. Alors, on m'a expliqué, Gérald, on ne fait rien avant le 5 mars, à une sorte de, voilà, on attend. Mais j'ai compris qu'après, ça se fêtait quelques jours plus tard. Donc, moi, il y a un truc qui me plaît énormément quand je discute avec Laurent, c'est que, et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette discussion avec lui. Il me dit, mais attends, Gérald, je t'arrête, hein. C'est pas Freelance qui intègre, finalement, Coworkies et Julie. Il me dit, c'est dans les deux sens. Et lui, il parle de toi déjà comme étant dans cette nouvelle entité que tu vas apprendre, où en fait, on le sait toi et moi, ça va t'apporter les ressources, avec le S dont on parlait tout à l'heure, nécessaires pour développer ton entreprise. Mais ça va aussi te donner un cadre, j'espère pas trop, mais un petit peu de contrainte. Le format n'est pas le même, on en parlait en off. Mais lui, il dit, mais Gérald, c'est un win-win. C'est vraiment dans les deux sens. Et il me disait, cette pétillance, cette énergie que tu amènes avec ton équipe, ben nous, freelance, en fait, c'est ça aussi qu'on est allé chercher. Il y a le business model, il y a l'opportunité, mais, et du coup, je crois savoir que tu es déjà au comité de direction de freelance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te dit clairement, Julie, viens avec tes idées. Nous, on doit pouvoir t'aider si nécessaire à les formaliser ou à les financer, dans le sens strict du terme. C'est ce mariage-là dont tu parles, je vois que tu as les yeux qui brillent là. C'est ça qui se passe en fait. Ah oui, non mais c'est un projet absolument rêvé. Je le dis tout le temps, j'aurais pas pu rêver mieux. En fait, il y a des équipes qui sont hyper passionnées par le monde du freelancing, qui ont déjà créé des tonnes de choses hyper intéressantes. Il reste des tonnes de choses à faire. On a tous plein d'idées. Le Codir est hyper jeune, hyper motivé. On est en train vraiment de préparer l'entreprise pour une forte accélération et c'est hyper motivant. Pour moi, c'est bien plus motivant que de rester toute seule dans mon coin à développer Coworkies. Et il se trouve qu'en plus, effectivement, on est complémentaires, mais il y a même pas de sujet sur lesquels on se marche sur les pieds. C'est-à-dire que nous, on était très marketing com. Ils sont vraiment plutôt du monde de l'informatique, en fait, de la SS2I. Ils sont rentrés dans les gros marchés, donc CAC 40, les marchés publics. Ils répondent à des gros appels d'offres. Ils sont référencés. Et du coup, et nous, en fait, on a plutôt le côté donc MarketCom, plateforme qui automatise, qui s'adresse aussi aux TPE, aux PME. Toute la partie animation de communauté qui est très fort chez nous. Et donc, en fait, on a énormément à s'apporter. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une évidence, quoi. J'ai eu un point commun avec les trois personnes avec qui j'ai parlé, qui sont Marjorie, Jérôme et Laurent. Tous les trois, ils m'ont dit la même chose finalement. Et même d'ailleurs, Laurent, il te pose une question. Okay. Donc les trois m'ont parlé du même sujet et Laurent, à la fin, il me dit, j'ai une question. Et la question, tu la vois venir, c'est que on parle, tu as vu, 2017, 2018, 2019, 2020, tu n'as pas arrêté. Et je comprends, hein, mais tous disent, Gérald, il faut qu'à un moment, elle arrive vraiment à breaker pour vraiment recharger les batteries, parce que ce qui t'attend, et je vois ton enthousiasme, tu es déjà en train de le consommer, mais il va falloir que tu sois en pleine possession de tes moyens. Il y a eu de la fatigue, il y a eu des doutes, hein, tu le disais toi-même, il y a eu du stress, on en a parlé tout à l'heure. T'acceptes à un moment, tu vas être capable de t'arrêter. Alors, c'est peut-être que quelques jours, hein. Je sais que t'es allé un petit peu dans le sud de la France, mais ce jour-là, il faisait pas toujours très beau. J'ai posé 3 jours, en réalité, j'ai eu 3 heures de congé. Comment? Bah oui, en plus, tu m'as parlé, je crois. Je me suis arrêtée le vendredi à 15h, donc en fait, j'ai pas eu de... Non, ouais. T'en es consciente de ça, qu'il va falloir aussi que tu prennes soin de toi et que tu recharges parce que... Donc en fait, Laurent t'a demandé de me passer un message que je pouvais prendre des congés. Je ne réponds pas. Je vais l'appeler pour le remercier. Même sous la torture, je ne répondrai jamais. C'est une des valeurs de Jacadi. Mais t'es d'accord de ça? Il va falloir... tu te sens comment là? Ouais. Alors, c'est vrai que de toute façon, je suis par définition quelqu'un de passionné. Et c'est vrai que je me projette dans mes projets à 300%. Et pour moi, la suite est hyper excitante. J'ai hâte de développer plein de choses avec le groupe freelance. Enfin vraiment tout ce qu'on a commencé à mettre en place, j'ai déjà 12 milliards d'idées. J'avoue que j'ai même pas encore les pieds dans l'entreprise, que je suis déjà à fond et j'ai déjà lancé plein de choses. Mais oui, j'ai conscience effectivement qu'il faudrait que j'apprenne aussi maintenant à me reposer, à avoir des moments et des temps un petit peu plus calmes pour pouvoir mettre de l'énergie sur du long terme, parce qu'effectivement l'entrepreneuriat c'est un marathon, hein, c'est pas
un sprint. Donc tu vas gérer ça aussi. Ça fait partie de ta gestion. Je vais apprendre à le gérer, je pense, avec la dimension du groupe qui est un peu plus gros, ou peut-être, ça va peut-être m'aider à ton équipe aussi, à intégrer ça, à pouvoir t'appuyer sur tous ces gens formidables. Je m'appuie déjà beaucoup sur mon équipe, mais mon équipe est comme moi, en fait. Elle est à 300% et on est tous à fond et hyper occupés. Et donc, tout le monde est déjà, voilà. Mais tu vas aussi, je pense, tu vas aussi pouvoir te recentrer sur l'intérieur de tout ce qui se passe et moins ce que tu faisais jusqu'à maintenant, le développement vers de la recherche de fonds, de la recherche de partenaires. Ouais. C'est quand même une très belle étape pour te concentrer maintenant sur de la création, j'ai envie de dire. Sur de la création, mais du coup, il y a aussi plein de projets en interne et transverses au groupe qui me motivent et qui sortent de Coworkies pur. Donc, et une petite question d'ordre, alors c'est peut-être pas encore possible de l'annoncer, mais c'est un projet de mariage, mais est-ce que vous continuez à développer les deux marques en parallèle, ou est-ce qu'il y a un projet peut-être plus tard d'absorption en termes d'image, je parle en termes de marque, avec peut-être des solutions de segmentation métier, et moins deux entités différentes existantes? Alors, de toute façon, il y aura un projet sur du long terme, effectivement, de voir comment bien segmenter. Mais aujourd'hui, en fait, il y a déjà une segmentation qui est assez claire. Le groupe a plusieurs activités. Chaque activité est en fait une marque spécialiste qui fait partie de freelance.com. Et donc, nous, on est la plateforme digitale spécialisée des métiers du marketing et de la com. Comme ils ont en fait une branche Provigis pour tout ce qui est compliance, donc c'est une plateforme en SaaS qui permet en fait au service achat de gérer la compliance des fournisseurs. Il y a Admission pour la partie portage salarial. Il y a Inops pour la partie où en fait on propose aux grands groupes et aux grandes entreprises de leur trouver soit des freelances, soit des PME et startups spécialisées pour vraiment aller répondre à des projets d'entreprise. Et il y a la partie en fait où on va placer donc ce qui sont plus les activités traditionnelles de freelance.com, mais placer des personnes en mode régie. Magnifique. Elle vient de faire le pitch parfait de freelance.com. Voilà. T'es dedans. Et donc tu vois, en toute logique, on s'inscrit là-dedans avec notre spécialité. Bravo. Moi, je reviens sur le break un petit peu, tu sais, pour réénergiser tout. T'aimes bien les voyages? Ouais, j'adore, mais bon, en ce moment, tu vois, c'est compliqué. Il y a un endroit que t'aimes bien, c'est Ibiza. Moi, j'ai une question, et tu vas voir, c'est une question piège. Ibiza, pour moi, il y a deux parties d'Ibiza. Il y a la partie qu'on a connue, clubbing, et puis ils ont développé, bien heureusement, une deuxième partie qui est plus sympa et compagnie, qui est plus zen, finalement. Et t'y vas pourquoi? T'y vas pour les deux, ou maintenant t'as choisi ton camp quand tu vas à Ibiza? Non, c'est marrant qu'Ibiza ressorte, parce que, en fait, ma destination préférée, c'est la Corse. Mes grands-parents avaient une maison là-bas, je passais tous mes étés, donc moi je me ressource là-bas. Et en fait, ce que j'aime dans Ibiza et les fois où j'y suis allée, c'est plutôt cet aspect qui ressemble à la Corse et ces petites criques magnifiques. Et c'est ce côté-là. Par contre, j'ai fait effectivement des petits week-ends clubbing avec mes copines à Ibiza et j'espère pouvoir en refaire d'autres prochainement. Moi, je suis plutôt rassuré dans ta capacité à gérer ton énergie et à continuer tout en pensant à toi, hein, c'est important. Parce que j'ai cru comprendre que le lâcher-prise, qui est un sujet hyper important, ces moments où à un moment t'es capable, et je sais que tu le fais, de sortir, d'aller faire autre chose. Toi, tu leur as donné un nom avec Marjorie à ces moments de lâcher-prise. Tu te rappelles comment tu les appelles? Non. Tu les appelles les connasseries. C'est quoi les connasseries? Alors ça, c'est incroyable. Tu l'as nommé, ce qui, moi, me rassure, c'est-à-dire que vous avez nommé un moment où vous dites, on se donne l'autorisation de décrocher et d'aller faire autre chose. C'est important, les connasseries. Bah oui. C'est génial, ça. Bah, fantastique. Mais oui. Bah, une connasserie, c'est un shopping, c'est un spa, c'est un week-end entre copines. C'est tout sauf, le boulot et le quotidien et le stress. Ah ouais. C'est le téléphone éteint, c'est un bon resto, c'est un moment cool, quoi. Bon, ça, pour soi. C'est important. Tu as une activité, on peut pas dire une hyperactivité de nos jours, puisque c'est devenu maintenant un terme presque négatif. Tu es très active. Alors, non seulement tu as développé Coworkies, non seulement tu as mené de main de maître toute cette intégration, et on attend tous avec impatience le 5 de la semaine prochaine, mais en même temps, tu prends la direction de la French Tech. Donc, c'est assez récent. Et puis, j'ai cru comprendre que tu y vas avec presque avec une mission. Tu peux m'expliquer comment ça se passe en ce moment, cette mise en place? C'est que tu as une période où tu regardes, tu essaies de comprendre un petit peu comment ça marche, puis là, tu commences à apporter ta touche, tu commences à amener les équipes. Comment ça se passe avec la French Tech? Bah, la French Tech, ouais, je trouve que déjà, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable, hein, d'avoir pu lancer ça au niveau national. Donc, la French Tech, c'est vraiment là pour
pour rassembler, pour identifier en fait toutes les startups du territoire et pour pouvoir les accompagner au bon moment dans leur croissance. Donc ça passe par des dispositifs nationaux qui descendent directement de l'État dans les régions. Et ensuite, ça passe par une animation en local par des équipes bénévoles, dont je fais partie, du coup, en ayant pris la présidence d'Annecy, pour permettre aux startups du territoire, avec leurs propres besoins, leurs propres spécificités, en fait, d'accéder à ce dont elles ont besoin pour se développer. Alors moi, ce que j'aime déjà dans la French Tech en général, c'est le fait qu'on n'oublie pas le territoire et en fait, on s'est aperçu, d'autant plus avec le Covid, que les gens quittaient quand même de plus en plus Paris pour s'installer dans des régions où il y a un cadre de vie un peu plus agréable quand on doit travailler chez soi. Et donc, en fait, les talents aujourd'hui, les futurs start-upers, les entrepreneurs, ils sont partout dans le territoire, mais ils n'ont pas ce même écosystème. Donc, il y a un vrai écosystème entrepreneurial à créer. Et la French Tech, elle est là aussi pour ça, pour fédérer cet écosystème, pour savoir où est-ce qu'il y a des manques et pour pouvoir accompagner les startups là-dedans. Donc moi, je me suis engagée naturellement parce que d'abord, la French Tech, ça a été mon premier contact. Quand j'ai pitché Coworkies, la première fois, c'était un café organisé par la French Tech et c'est ça qui m'a permis de connaître l'écosystème à Annecy entrepreneurial que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout. Et puis parce que moi-même, je suis passée par des difficultés. Comme je l'ai dit, j'ai peut-être rencontré les fonds d'investissement de série A trop tard. J'ai peut-être pas su me mettre assez en valeur dans leur écosystème pour qu'ils aient envie d'appuyer sur le bouton et d'investir. J'ai eu la chance de rencontrer des entreprises très tôt qui nous ont suivis, mais il y en a beaucoup d'autres, des startups qui ont du mal à notamment trouver des clients assez tôt pour faire leur preuve de concept et pouvoir se développer et peut-être même ne pas lever de fonds, parce que c'est pas une fatalité. Et puis aussi pour une dernière raison qui est que je suis une femme entrepreneur et que malheureusement encore aujourd'hui, on le sait, il y a des difficultés notamment à se financer quand on est des femmes entrepreneurs. Et donc pour moi, ça me paraissait évident de me dire en tant que femme, tu as aussi un rôle sociétal de ce côté-là, de montrer l'exemple. Je veux pas parler de rôle modèle parce que c'est pas ça, mais de montrer que c'est possible et d'avancer. Depuis que j'ai lancé Coworkies, on m'a très très souvent écrit, je pense que c'est même tous les jours que j'ai des messages sur LinkedIn de femmes qui se posent des questions, qui veulent savoir comment j'ai fait telle étape ou telle étape. Et aujourd'hui, on a besoin d'être de plus en plus nombreuses avec des casquettes, French Tech ou autres, parce qu'il y a plein de réseaux intéressants, mais pour faire avancer les choses. Ça nous amène tout doucement vers ton coup de gueule, parce que c'est une étape importante qu'on a dans notre Jacadie, dans notre podcast. Donc Julie, il faut qu'on te le dise. Tu n'es pas encore au courant. Nous avons un rendez-vous dans Jacadie qui est le coup de gueule. Donc l'idée, c'est de te laisser la parole. Tu es une personne d'engagée. On a parlé de dynamisme, on a parlé de tout ça. Puis à un moment, on a quand même aussi quelquefois gros sur la patate. Tu dis toi-même que tu as rencontré des adversités. Tu dis même que finalement, tu te sens missionné, humblement, mais missionné à apporter ta pierre à l'édifice pour sécuriser, réconforter des jeunes entrepreneuses. Tu parles même de mission vis-à-vis de la French Tech. Mais maintenant, on te laisse le micro. On dit plus rien. C'est quoi ton coup de gueule à toi, Julie? Mon coup de gueule, c'est l'investissement, quoi. C'est ce qui m'a le plus frustrée dans mon développement avec Coworkies et mon développement entrepreneurial. C'est une femme, un homme, qu'on soit en région, qu'on soit pas en région, qu'on ait des origines, qu'on soit français ou pas, peu importe. En fait, à un moment donné, quand on a un projet qui est bien et qu'on met de l'énergie dedans, s'il est bien, il est bien, quoi. Faut arrêter de sur-challenger les gens en fonction du genre et il faut sortir de ce silo où on investit dans le trentenaire homme blanc qui a fait HEC parce que c'est rageant pour les autres en fait. Et malheureusement, on en est encore là. Alors il y a plein de choses qui sont sympas. Il y a la charte Sista qui vient d'être faite et qui est poussée avec des femmes qui prennent vraiment les devants pour la faire signer, pour faire adhérer les fonds d'investissement là-dedans. Mais aujourd'hui, les résultats sont pas encore là. Je sais que ça va pas changer du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'étapes à développer là-dessus. Les choses peuvent prendre du temps. Il faut pas les forcer. Faut pas investir dans un projet parce que c'est un projet qui est fait par une femme. Il faut investir dans un projet parce qu'il est bien. Mais c'est quelque chose qui est très frustrant pour moi qu'il a été. Donc mon coup de gueule, ça serait celui-là, quoi. C'est en tant qu'entrepreneur, en plus, j'aime bien que les choses bougent vite. Et ça bouge pas assez vite, quoi. C'est rageant. Julie, on a dit il y a quelques minutes, et les auditeurs l'ont bien noté, que tu avais une force, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un challenge, qu'il y avait, on a dit un roadblock, un souci, tu arrivais, en tout cas avec des propositions, si ce n'est des solutions. Ce coup de gueule-là, on applique la même règle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es déjà dans la solution, dans la contribution pour bouger les lignes. C'est ce que j'ai lu dans un article que tu as dit récemment. Tu dis, moi je suis là aussi pour faire bouger les lignes, pour faire avancer les choses.
Tu vois les choses évoluer, tu sens que je peux pas croire une seconde que tu vas pas rien lâcher pour avancer. Alors, c'est vrai que j'ai dit à un de mes investisseurs il y a pas longtemps, et d'ailleurs j'ai eu des calls avec la BPI à Paris pour savoir s'il y avait des fonds qui investissaient que dans les femmes, en me disant à un moment donné, peut-être qu'il faut en créer Bien tant sûr. qu'il n'y a pas de parité. Alors bon, c'est très compliqué parce qu'il faudrait des très très grosses enveloppes en fait, un fonds avant d'être rentable, il faut quand même du staff, enfin voilà, il faut des gens qui ont fait leurs preuves, c'est pas si simple, mais c'est vrai que du coup tu commences à bien me connaître. J'ai effectivement pas pu m'empêcher d'aller creuser pour voir comment ça se passait et s'il y avait des choses à faire là-dessus. Donc il y a des pistes. Il y a peut-être des pistes, mais moi aujourd'hui à court terme, je me focus sur mon projet, mais tu vois, en side project, j'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder. D'accord. Et c'est une des valeurs que tu vas promouvoir, en tout cas au sein de la French Tech d'Annecy, pour favoriser et avancer dans ce... Et Julie, c'est un super coup de gueule, ça. Ouais, c'est un coup de gueule important. Et au quotidien, dans la French Tech, en tout cas, on y fait tous attention. C'est-à-dire que quand on organise un webinar, on va faire en sorte qu'il y ait des femmes qui interviennent sur les sujets. On essaye vraiment toujours de penser à ce côté-là. Et puis, j'espère qu'on arrivera à aider des femmes entrepreneurs à accéder aux fonds, à gagner en visibilité. Je crois même qu'au board French Tech, on a la parité. On a la parité, ouais. C'est bien. Bel exemple. C'est clair, ouais. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, mais finalement, tu es prévisible. Julie, je suis désolé de te le dire, parce que j'ai posé la question à mes complices, je leur ai demandé quelle serait éventuellement. Et alors, tu étais en plein dedans. Ils m'ont dit, Gérald, c'est sûr. Mais ils avaient une autre dimension, mais tu en as parlé tout à l'heure, et tu dis que finalement, le Covid est en train de bouger. C'était le régionalisme, finalement. Tu sais, ce parisianisme à l'extrême. Et c'est aussi une autre dimension de frustration, de ségrégation, finalement. Et tu disais que là, par contre, les événements malheureusement subis en ce moment de crise sanitaire font bouger les choses, et de plus en plus avec le digital et compagnie, on est en train de casser tout ça, quoi. D'où que tu travailles, peu importe. On est d'accord, ça commence à s'édulcorer un petit peu maintenant. Oui, là-dessus, j'ai bon espoir. Effectivement, je pense qu'il y a à la fois le côté où les talents, les experts, les personnes même qui travaillent dans les fonds d'investissement sont en région, donc on va avoir une ouverture et un accès plus facile aussi à ce qui se passe en région. Le digital permet effectivement de décloisonner tout ça, de rencontrer plus facilement des personnes. Donc cette période où il y a moins d'événements physiques. Par contre, dès qu'on va sortir de ça, que les vaccins vont faire leur effet, j'ai nul doute que l'écosystème parisien va à nouveau se retrouver un petit peu centré sur lui. Donc c'est à nous de trouver des moyens d'entretenir des relations avec l'écosystème parisien, à les faire venir de temps en temps. Et c'est des choses sur lesquelles on a envie de travailler avec la French Tech. Ouais. Julie, on est maintenant dans cette projection. Il y a des échéances, il y a tout ce qui vient de se passer, puis il y a surtout, et je vois à tes yeux tout ce qui arrive. T'es déjà dedans et t'as cette dynamique. Nous sommes le 6 mars ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, écoute, le 6 mars au matin, c'est le début d'une nouvelle aventure pour l'entreprise Coworkies et toute l'équipe. Moi, je le vois vraiment comme le début de quelque chose, d'une nouvelle étape, en fait, comme à chaque fois qu'on a passé une étape, d'ailleurs, que ce soit la levée de fonds, la création, le lancement de la plateforme. Et là, c'est le début d'une nouvelle aventure à grande échelle, avec des challenges qui sont super motivants. Et pour moi, c'est juste une suite logique. Et ça y est, quoi. Je suis déjà partie, quoi. Je suis déjà dans la nouvelle histoire. Moi, ce que je vois, c'est que tu dis toi-même, c'est une nouvelle aventure dans un format un peu différent. Finalement, c'est ça qui va être le challenge, mais j'ai pas de doute de la bienveillance de tous les acteurs. Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous et toi, vous sortez du format startup pour rentrer dans un format entre guillemets plus classique, tout en gardant, parce que le startup c'est surtout un mindset finalement, plus qu'un format. Vous allez bénéficier des ressources avec l'ES dont on a parlé tout à l'heure, mais toi tu vas apporter avec tes collaborateurs, avec l'équipe déjà, je sais qu'il y a déjà pas mal d'idées qui circulent, où il y a déjà des shortlists et compagnie qui arrivent. Tout ça. Finalement, c'est la suite logique de ton évolution, Julie. T'avais besoin de ça et c'était le bon moment et ça se passe comme ça. Ah oui, c'est vraiment une période. On est hyper motivé par tout ça. Moi, j'ai hâte d'être le 6 au matin, en fait, pour tout te dire, pour se dire que ça y est, c'est officiel. On avance, même si on a déjà entamé pas mal de choses. En fait, c'est vrai que souvent on s'imagine que quand une start-up se vend à une entreprise de taille un peu plus grosse, ça va changer les process, qu'on va rentrer dans une dynamique qui n'est plus une dynamique de start-up. Mais on a cette chance, nous, en fait, d'intégrer une entreprise qui a cette dynamique et ce mindset de start-up.
Déjà, c'est une entreprise à taille humaine, il y a 200 collaborateurs. C'est une entreprise en ultra croissance. Et en fait, le seul critère qui fait qu'aujourd'hui, on peut pas parler de scale-up, parce que d'ailleurs, ce serait pas une start-up, ce serait une scale-up, vu les résultats du chiffre. Exact. C'est le fait qu'en fait, c'est une entreprise qui est déjà cotée en bourse. Mais en réalité, quand on analyse ce qui se passe dans cette entreprise, la croissance incroyable qu'elle a, les ambitions et les moyens qu'elle a derrière pour mener à bien ses ambitions, on est vraiment dans une scale-up. Et du coup, pour Coworkies, c'est hyper motivant parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'intégrer, au contraire, une entreprise traditionnelle, mais bien qu'on est dans la suite logique, sauf que au lieu de se projeter au lendemain d'une grosse levée de fonds où il y a tout à construire, on arrive et on a passé 10, 15, 20 étapes d'un coup et on est en train d'amener la cerise sur le gâteau, de bosser sur des projets qui vont faire exploser le groupe, etc. Donc, c'est hyper motivant, en fait, pour l'équipe, quoi. Donc, vivement cette prochaine étape qui arrive dans quelques jours. Jusqu'à maintenant, tu es maître à bord, c'est toi le capitaine, tu drives, tu donnes le cap, la direction, tu rends des comptes à tes équipes, bien évidemment, à ton board, mais c'est quand même toi qui tiens la barre. Ça sera plus le cas demain? Comment tu vois les choses de ce point de vue-là? Ouais, c'est une super bonne question parce que je vais découvrir. Hein. C'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai des réflexes où je prends une décision, c'est action-réaction. Et où là, effectivement, il va falloir intégrer certains process, il va falloir vendre l'idée en interne aussi, je serai plus toute seule à décider. Mais par contre, ce que je me dis et ce qui me rassure beaucoup dans cette passation, dans cette transformation de mon activité, c'est que finalement, les équipes qui sont en place chez freelance.com, en fait, elles sont hyper capées, elles ont plein d'idées, elles sont aussi passionnées que moi. Et en fait, quand j'amène une idée, elles la challenge et en fait, on la transforme et ça devient juste incroyable. Et c'est en fait bien mieux que de diriger tout seul et voilà, et de devoir finalement porter sur ses épaules la responsabilité de tout, quoi. Julie, on arrive au terme de notre entretien, de ce moment passé ensemble où on a pu, grâce à toi, mieux te connaître. Et nous, on a encore une fois un petit rendez-vous. C'est la définition. Tu sais que nous, on est parti avec Cyril, nous sommes partis de ce concept du Jacadi, bienveillant, mais qui a quand même une ambition. Et nous avons une définition qui est que nous pensons que tout d'abord, ça doit être positif. La deuxième, ça doit être pragmatique. Et la troisième, et tu sais qu'on y tient beaucoup, c'est cette partie persuasive. Ça, c'est la définition de Jacadi. Par contre, on ne l'impose pas. On la met sur la table et on le partage avec tous les gens qui sont bienveillants et qui veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice, et en particulier avec les invités. On vient de passer un moment ensemble. On a compris que t'as beaucoup de Jacadi dans ta vie. Mais alors, du coup, toi, ça serait quoi ta définition de Jacadi, Julie? Écoute, ça serait la sérendipité. Ça serait quoi? Pardon. La sérendipité, parce que tu vois, ça rejoint un petit peu ce que tu m'as dit d'ailleurs tout le long de cette interview, c'est que en fait, il n'y a pas de hasard et que chaque rencontre, chaque événement qui paraît un peu être fait au hasard, finalement, ne l'est pas, et que derrière, cette rencontre devait être faite et que cette surprise, quelque part, que t'amène l'instant présent ou ce que tu crois être un hasard se révèle être quelque chose d'important dans ta vie. Et du coup, je pense que ça serait ça. On arrive à la fin de notre podcast. Merci à tous les deux pour ce moment partagé. Merci Julie, merci Gérald. Restez abonnés à Jacadi sur tous les flux de podcasts. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Jacadi. Donc je tiens à préciser que nous avons pendant ce podcast parlé du 5 mars 2021, qui est pour la plupart d'entre vous fort probablement une date déjà passée au moment où vous allez nous écouter. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le 5 mars a eu lieu et que le 6 mars au matin, les équipes de Coworkies et de freelance.com, et en premier lieu Julie, étaient sur le terrain déjà à changer le monde et à développer leurs idées. Donc tout va bien de ce côté-là. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles. Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne, et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.